Youssef Ouedraogo est notre invité du jour. Il est journaliste culturel. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la protection sociale des artistes au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous, Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour, Monsieur Kabori. C'est toujours un plaisir chaque mercredi de vous retrouver pour mes élucubrations intellectuelles. Plaisir partagé. Aujourd'hui, pour démarrer, on a choisi de parler d'un aspect qui touche beaucoup la culture, notamment les artistes, c'est-à-dire la protection sociale. Déjà, pourquoi ce sujet? Non, pourquoi ce sujet? Parce que, vous savez, moi, je me suis beaucoup intéressé à pas mal de problématiques dans le secteur, d'abord en tant que journaliste, et en tant qu'organisateur aussi d'événements, le Faso Music Awards. À chaque édition, nous avons une thématique que nous choisissons pour mener la réflexion autour et pour voir dans quelle mesure, évidemment, cet événement est un cas de réflexion et avec in fine comment il faut améliorer les conditions de vie des travailleurs. Parce que quand vous prenez le secteur donc, des arts, de la culture, vous avez en gros autour de 200 000 personnes qui y travaillent pour le contexte de Burkina. Et quand on a des espaces comme ça, il faut mener la réflexion parce que les conditions ne sont pas toujours réduisantes pour ces travailleurs. Et donc ça fait que j'ai mené beaucoup de réflexions sur pas mal de problématiques. Et je crois que cette problématique a fait l'objet donc ou du moins a été retenue dans le cadre d'une des éditions des Faso Music Awards. Et nous avons à l'occasion d'ailleurs invité, on va dire, toutes les sensibilités, toutes les compétences de la chaîne de valeur pour que nous menions la réflexion pour voir comment on peut sécuriser en fait l'artiste. Et je crois que les débats ont été très profonds et les idées ont été développées. Maintenant, vous savez que dans le contexte de nos pays, parfois c'est entre l'idée et la mise en œuvre sur le terrain, il y a parfois beaucoup de temps qui se met, mais il y a des tentatives aujourd'hui qui nous donnent l'espoir que dans quelques années, l'artiste burkinabé pourra avoir des vieux jours sécurisés. Quand on regarde aujourd'hui, quelle est la place de l'artiste dans la société burkinabé et aussi comment on définit justement la protection sociale de l'artiste dans le contexte dont vous parlez, le contexte qui est le nôtre? Alors, je crois que si vous prenez un pays comme le Burkina Faso, il faut le dire fièrement, historiquement, le Burkina a toujours reconnu donc, la valeur culturelle et la valeur sociale donc, de ses créateurs. Il y a beaucoup de noms qu'on peut citer, mais si vous prenez les artistes musiciens, les plasticiens, les écrivains, les peintres, et vous savez que si vous regardez à la loupe l'artiste burkinabé, toutes tendances confondues, parce que vous savez que dans l'imaginaire populaire, lorsqu'on parle d'artiste, beaucoup ont tendance à penser évidemment que l'artiste se résume seulement à l'artiste musicien. Non, lorsqu'on parle de l'artiste ici, il faut comprendre l'artiste comme celui-là qui se définit par sa création. Et donc dans ce lot-là, on peut mettre donc les musiciens, on peut mettre les chanteurs, on peut mettre les plasticiens, on peut mettre les écrivains, on peut mettre les réalisateurs de cinéma. Et donc, si nous prenons, voilà, c'est pluridisciplinaire. Si nous prenons cet ensemble, on se rend compte effectivement que l'artiste burkinabé a d'abord sa valeur qui est reconnue donc du point de vue social et artistique au Burkina Faso par les autorités. Et puis on a remarqué effectivement que l'artiste depuis très longtemps contribue donc à façonner l'identité nationale. Premier élément. Deuxième élément, les artistes burkinabés ont contribué aussi à, si vous voulez, à transmettre un certain nombre de valeurs au niveau donc de la société et à être des porte-voix au-delà donc de nos frontières. Et les artistes encore sont des ambassadeurs d'une nation comme le Burkina Faso à travers donc des plateformes comme le FESPACO, comme le CIAO, comme la SNC. Et donc l'artiste, si vous voulez, a une place parfois qu'on a du mal donc à circonscrire parce qu'il est à cheval entre le créateur mais en même temps et entre l'ambassadeur parce qu'il est la partie visible de l'expression culturelle donc d'un pays.
Et lorsque l'artiste voyage, c'est tout un pays qui voyage. Vous voyez, donc, les autorités donc, compétentes de notre pays, qui nous prenons tous les régimes qui se sont succédés, ont reconnu une certaine valeur culturelle et artistique, en fait, et sociale, pardon, à l'artiste. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, pour en venir directement au sujet du jour, est-ce qu'on peut dire que l'artiste burkinabé bénéficie réellement d'une protection sociale? Alors, si vous voulez qu'on parle sans langue de bois, comme on le dit, la situation de l'artiste burkinabé dans son ensemble n'est pas reluisante. Quelle est la réalité? Vous voyez que la réalité est que il ne se passe pas, en tout cas, des mois ou parfois des années où on ne voit pas sur les réseaux sociaux des quêtes qui sont lancées pour venir en aide à un artiste, soit qui a fait un accident ou bien soit qui est malade, en tout cas un artiste qui est en difficulté. Et quand vous regardez ça, alors que, bon, en temps normal, s'il y avait un mécanisme qui avait été mis en place, on ne devrait pas encore revenir sur les réseaux sociaux, lancer des quêtes pour demander à ce que la population vienne en aide à un artiste qui est en difficulté, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, si vous partez au niveau donc, du BBDA, vous allez vous rendre compte que parfois, ils ont beaucoup de dossiers qu'ils reçoivent et qui demandent de l'aide donc, au niveau du BBDA, au point où parfois, on a l'impression que le BBDA est devenu, si vous voulez, de l'action sociale. Et donc, quand on fait une analyse approfondie des conditions de vie et de travail des artistes au Burkina, on peut le dire sans le risque vraiment de se tromper, avec une certaine sincérité que la situation dans l'ensemble n'est pas reluisante. Parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ne fonctionnent pas pour permettre donc à l'artiste de pouvoir vivre dans de meilleures conditions et de pouvoir créer dans de meilleures conditions. Il y a un aspect que je veux comprendre. Tout à l'heure, quand on parlait de la place de l'artiste dans la société, vous l'avez dit et redit, tous les États qui se sont succédés au Burkina, tous les régimes ont accordé à l'artiste la place de choix qu'il mérite dans la société. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'artiste, face à des situations de maladie, d'accident ou peut-être de fin de carrière, a du mal à se soigner, a du mal à prendre soin de lui. Et le bureau burkinabé du droit d'auteur se retrouve en ce moment comme l'action sociale. C'est donc cette réalité qui est dépeinte au Burkina. Non, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque nous disons par exemple que tous les gouvernements qui se sont succédés au Burkina, il y a eu quand même des tentatives d'apporter des solutions plus concrètes aux conditions de vie des travailleurs donc de l'art, c'est-à-dire des artistes. Alors si vous prenez par exemple sous la Révolution, en 1985, on a mis en place le bureau du droit d'auteur burkinabé, le BBDA. Ensuite, nous venons donc en 2012 où le gouvernement donc a adopté un décret donc portant statut de l'artiste, un cadre juridique qui allait donc, si vous voulez, consacrer donc la reconnaissance de l'artiste, mais en même temps lui offrir des meilleures possibilités donc de promotion et de création. Ça, nous étions en 2012. Un décret donc portant statut donc de l'artiste. Et puis ensuite, vous avez en 2025, en mars 2025, une loi sur le statut de l'artiste qui avait été donc adoptée par l'Assemblée législative. Donc quand vous regardez, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives de mettre en place un cadre juridique clair pour permettre donc à l'artiste de bénéficier d'un certain nombre donc d'acquis. Notamment la protection sociale, la couverture sanitaire, et puis un certain nombre d'avantages liés donc à sa profession. Bon, une chose est de créer le cadre juridique, mais est-ce que dans la pratique aujourd'hui, si nous prenons donc le décret qui avait été adopté en 2012 sous le régime de Blaise Compaoré, si nous prenons par exemple le statut de l'artiste qui a été voté en mars 2025, on dira que c'est récent. Mais quand on fait une analyse croisée, on se rend compte que les choses n'ont pas véritablement changé.
et que l'artiste burkinabé aujourd'hui, il n'y a pas un mécanisme au niveau donc de la Caisse nationale de sécurité sociale qui prend en compte sa protection sociale. Il n'y a pas une couverture sanitaire aujourd'hui pour l'artiste burkinabé, c'est-à-dire qui ne bénéficie d'une mutuelle de santé, comparativement à certains pays où, lorsque vous êtes un travailleur, vous êtes un artiste, vous êtes considéré comme un travailleur indépendant, et il y a un mécanisme qui est donc mis en place, et de sorte à ce que la protection sociale vous prenne en compte. Dans le contexte du Burkina, on parle beaucoup plus d'une souscription volontaire de l'artiste qui, en tant que travailleur, peut s'adresser donc à une compagnie d'assurance ou peut aller donc faire une souscription volontaire au niveau donc de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais il n'y a pas un mécanisme qui permet donc à l'artiste, dans sa création, dans l'exécution donc de son art, de pouvoir bénéficier d'une protection systématique au niveau donc de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà toute la problématique. Donc comment créer? On a créé un cadre juridique qui, pour moi, ce cadre juridique devrait créer des conditions maintenant pour permettre à l'artiste de bénéficier comme tout travailleur. Parce que vous le savez, avant, quand on crée donc le cadre juridique, je veux parler bien sûr de la loi qui a été adoptée sur le statut de l'artiste, vous avez donc les compagnies d'assurance, vous avez même au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui ne considéraient pas, si vous voulez, le travail de l'artiste comme étant un travail sur lequel on peut mettre un mécanisme pour pouvoir capter, retenir quelque chose et pour envisager donc en fait pour préparer donc le vieux jour. Parce qu'on pensait que bon, être artiste, est-ce qu'il a un revenu, on va dire, voilà, conséquent, hein? Est-ce qu'il a, si vous voulez, un revenu donc qui est permanent, qui permet donc à une compagnie d'assurance ou encore à la Caisse nationale de sécurité sociale de pouvoir faire des fonctions et puis envisager, si vous voulez, une protection sociale dans les années à venir. Bon, maintenant, je crois que le cadre juridique est créé. Qu'est-ce qu'on met maintenant à l'intérieur? Tous les débats à ce niveau. Si malgré la création de ce cadre juridique et suivant vos explications, l'artiste, la plupart, un certain nombre d'artistes se retrouvent aujourd'hui, je pèse le mot, dans une grande précarité, quel est en ce moment, est-ce que des institutions comme le BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, le FDCT, le Fonds de développement culturel, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle finalement? Oui, que depuis que je commençais à parler, j'ai évité le mot précarité. Parce que vous savez, quand vous prenez un peu le contexte donc, de nos artistes au Burkina. Mais quand on décrit cela, oui, bon, ça ressemble un peu à ça, mais il y a quand même beaucoup d'artistes aujourd'hui, en tout cas, qui tirent, qui sont des fiertés et qui vivent donc de ce qu'ils font. Bon, maintenant, est-ce qu'on reviendra peut-être à l'expression de l'ancien ministre Abdoul Karim Sango, où certains n'arrivent pas à vivre de leur art et doivent peut-être changer? Bon, on va en reparler. Mais revenons donc aux différentes questions que vous avez soulevées là. Est-ce que le BBDA ou le FDCT joue pleinement leur rôle? Vous savez, si nous prenons la question de la protection sociale de l'artiste, lorsque on reconnaît donc l'artiste comme étant un travailleur comme tout autre, d'abord il faut partir sur ça. Si on reconnaît qu'un artiste fait un travail comme tout autre, on crée un cadre juridique. Et le cadre juridique qui s'applique, ou du moins ce qui s'applique aux autres travailleurs, peut être appliqué donc à l'artiste. À partir de ce moment, l'artiste ne devrait pas être dans cette situation. Maintenant, pour revenir donc à la question du BBDA, le BBDA a pour prérogative de collecter, si vous voulez, les droits et de les répartir aux artistes, selon donc l'usage donc des œuvres de l'artiste. Mais le BBDA n'a pas pour mission d'apporter une sécurité sociale à l'artiste. Peut-être que le BBDA en tant qu'une institution peut travailler avec peut-être la Caisse nationale de sécurité sociale ou des compagnies d'assurance pour trouver des mécanismes peut-être coupés à la source. Et quand l'artiste doit percevoir donc son droit, que depuis la source on puisse couper pour prévoir quelque chose pour l'artiste. Si vous prenez le Fonds de développement culturel et touristique,
Le Fonds de développement culturel touristique intervient au niveau donc de la création, intervient au niveau de la promotion, mais n'intervient pas au niveau donc de la protection sociale, au niveau de la couverture sanitaire de l'artiste. À qui incombe en ce moment la responsabilité sociale? La responsabilité, c'est l'État. La responsabilité, c'est d'abord l'État. Que ce soit le DCT, que ce soit le BBDA, est-ce que ce n'est pas l'État qui est justement, puisque ce sont des démembrements donc, du ministère de la Culture. Donc, lorsqu'on parle donc du statut de l'artiste, cela ne relève pas ni du BBDA, ni du Fonds de développement culturel et touristique. C'est l'État qui adopte une loi, comme ça a été fait en mars 2025, qui reconnaît que l'artiste est un travailleur qui a des droits. C'est l'État qui adopte une loi et qui dit que l'artiste est un travailleur dont son travail a un certain nombre de spécificités, et au regard donc des spécificités donc de son travail, voilà un certain nombre donc de droits qu'on lui accorde. Et c'est à partir de là qu'on peut trouver donc des mécanismes en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour que tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur donc de la création artistique, notamment le BBDA, puissent s'asseoir et réfléchir pour voir quel mécanisme on peut mettre pour que quand l'artiste crée, parce que la création de l'artiste aussi lui rapporte des recettes. Et comment nous pouvons prélever au niveau donc de ces recettes quelque chose pour garantir ces vieux jours. Voilà comment ça doit se passer. Mais ce n'est pas au niveau donc du BBDA, ce n'est pas au niveau donc du Fonds de développement culturel et touristique qu'on peut trouver donc la solution, parce que ce sont des éléments qui appartiennent donc au ministère, qui sont rattachés au ministère de la Culture et qui n'ont pas pour vocation d'assurer la protection sociale ni la couverture sanitaire d'un artiste. Mais quand on se retrouve avec un décret adopté depuis 2013 portant statut de l'artiste, un décret qui a été revisité tout récemment, vous l'avez rappelé, en mars 2025. Avec une nouvelle loi. Oui, avec justement une nouvelle loi. Et quand par-dessus tout, on se retrouve avec cette triste réalité où des artistes qui sont censés vivre de leur art, des artistes qui ont leur place dans la société, n'ont pas de sécurité sociale, ou pour une maladie, pour un accident, on se retrouve à devoir cotiser sur les réseaux sociaux pour en prendre soin. Oui, je crois que c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on évoque la question ce matin. Et je crois que moi j'ai été très enthousiaste parce que j'ai fait partie aussi des personnes ressources qui ont été consultées dans le cadre donc, de l'adoption de la loi portant statut de l'artiste. Et nous étions très enthousiastes quand la loi a été adoptée en mars 2025. Et je me souviens que le ministre à l'époque avait dit qu'on n'avait pas un cadre juridique clair qui permettait donc de prendre un certain nombre de mesures ou de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour permettre donc à l'artiste de quitter de sa vie de précarité pour pouvoir envisager une meilleure retraite. Et je crois qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est à partir donc de mars 2025, qu'est-ce que nous devons faire? Et je crois qu'à ce niveau, on a demandé donc aux artistes, il y a eu des ateliers de vulgarisation de la loi, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'intérieur du pays, afin de dire aux artistes, voilà les avantages qu'ils pourraient donc gagner à travers donc l'adoption de cette loi. Et les artistes doivent, de ce pas, être immatriculés. C'est-à-dire, les artistes doivent aujourd'hui se porter comme étant des entreprises. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que avant, on va dire avant l'adoption donc de cette loi, vous avez encore des artistes qui se font payer par billettage. Vous avez des artistes qui ne sont pas bancarisés. Vous voyez, quand un artiste fait une prestation et qu'on vient par billettage, on compte son cachet, on lui donne. Et le cachet, on ne prélève rien pour mettre au niveau donc du trésor public. Vous voyez, et donc à un moment donné, on a l'impression que ce n'était pas structuré. Et donc l'adoption de cette loi-là vient pour structurer le secteur, de sorte à ce que si vous êtes un artiste, vous devez donc vous comporter comme étant une entreprise. Et si vous êtes une entreprise, vous devez être immatriculé. Si vous êtes immatriculé, c'est-à-dire si on doit vous donner un cachet, si vous n'êtes pas immatriculé, on va couper 25% de votre cachet. Si vous êtes immatriculé, on va couper peut-être 5%. Je peux peut-être me perdre au niveau des chiffres, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à partir maintenant de cela que l'État, en tant que garant,
peut décider de mettre en place donc un mécanisme pour faire ce qu'on va appeler un retour sur investissement, si vous voulez. Mais quand vous prenez dans nos contextes, l'artiste, bon, on discute un cachet avec lui, il vient, il joue, si c'est 250 000, 300 000, on lui donne les 300 000. Il y a quelle part qui revient à l'État, par exemple? Ou bien celui qui a bénéficié donc des prestations de l'artiste, est-ce qu'il verse quelque chose à l'État au niveau du trésor public? Absolument rien. Donc, si nous voulons que la loi qui a été adoptée, qui permet donc de créer un cadre juridique clair pour les artistes, il faudrait aussi que les artistes eux-mêmes essaient de se structurer. Et pour moi, se structurer, c'est de se comporter comme étant des entreprises. Il faut qu'au niveau de la chaîne des valeurs même du monde artistique, que les choses soient beaucoup plus professionnelles. De sorte à ce qu'une structure qui bénéficie des prestations donc de l'artiste puisse couper au niveau donc de, comment on appelle, du cachet de l'artiste pour reverser donc à l'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que les artistes comprennent que nous ne pouvons pas évoluer dans une sorte de no man's land. Et que s'ils prétendent avoir donc une sécurité sociale ou une couverture sanitaire, il faudrait qu'il y ait une structuration en leur sein. Alors, oui, donc si tous ces éléments ne sont pas remplis, à un moment donné, on peut adopter une loi, mais vous allez voir qu'à la pratique, on reste toujours dans les anciennes habitudes. Comment on arrive à prélever tous ces aspects-là lorsque on est face à des artistes qui souvent ne déclarent pas la totalité de leurs œuvres? Comment on arrive à gérer ce cas? Quand on a des artistes qui peuvent quitter le territoire à l'insu justement de l'autorité au niveau de la destination. On a vu récemment le ministère de la Culture qui a sorti une note rappelant aux différents artistes qui se rendent en tournée à l'international à bien vouloir prendre la tâche avec les services compétents dans ces différents pays-là. Est-ce que quand l'État n'est pas au courant d'un certain nombre d'aspects, quand vous avez une chanson qui n'a pas été déclarée au niveau du BBDA ou tout autre puisque les artistes c'est pluridisciplinaire, comment l'État aussi arrive à jouer son rôle dans ça? Non, bon, vous savez, ça dépend. Vous avez des artistes qui n'ont pas déclaré leur œuvre au niveau donc du Bureau burkinabé de droit d'auteur, le BBDA, mais qui sont déclarés dans d'autres ailleurs. Voilà. Et donc il y a ces cas-là aussi. Mais en dehors de ces cas, je crois que tout artiste est conscient. La première des choses, quand il crée, il les déclare donc auprès du Bureau burkinabé de droit d'auteur, qui se charge donc de collecter les recettes liées donc à l'utilisation de son œuvre et les distribuer en quelque sorte. Maintenant, je crois que tout ce que nous sommes en train de mener comme débat, c'est que à un moment donné, le secteur de la culture a été un secteur, on va dire, informel, qui n'était pas donc structuré au point où parfois on a même du mal lorsqu'on veut mener des analyses en termes donc de traçabilité. Nous n'avons pas de chiffres. Si vous voyez le flux financier donc qui transite au niveau donc du secteur culturel, parfois on donne des chiffres comme ça, les économistes nous donnent des chiffres, et ces chiffres qu'on utilise ne reflètent pas totalement la réalité, parce qu'il y a beaucoup d'informations parfois qui n'ont pas et qui leur échappent. Et donc je crois que la plus grande problématique pour moi, c'est de structurer donc le secteur. Et lorsqu'on va structurer donc le secteur, ça peut nous permettre donc de comprendre donc le flux financier qui transite au niveau donc du secteur culturel. Ça peut nous permettre de comprendre en moyenne qu'est-ce qu'un artiste qui marche peut gagner donc dans l'année. Et sur la base de ça, il y a un certain nombre donc de mécanismes qu'on peut mettre en place de sorte à ce que les artistes puissent bénéficier d'un certain nombre donc de conditions de travail et de création. Mais lorsque nous travaillons dans le flou, c'est-à-dire aujourd'hui, un artiste par exemple qui quitte le Burkina Faso, qui va se produire par exemple aux États-Unis et qui revient, personne ne connaît le cachet qu'il a eu. Et le cachet qu'il a eu par exemple aux États-Unis, est-ce qu'il y a une partie qui reverse donc à l'État? Personne ne sait. Il revient tout seul au pays avec toute la dividende qu'il a eue, etc., etc. Alors qu'il bénéficie donc des services de l'État. Donc en temps normal, si vous bénéficiez des services de l'État, vous devrez être en mesure de pouvoir aussi tenir compte de cela en donnant une partie de ce que vous gagnez, comment on appelle ça, à l'État. Et ça, il faut que les artistes comprennent cela. Vous risquez de ne pas être compris par un certain nombre d'artistes. Non, justement, ils doivent le comprendre. Et je pense que beaucoup l'ont compris même d'ailleurs aujourd'hui. Il y a la question de la survie de la culture au Burkina Faso et même partout dans le monde.
dépendent de sa structuration et de sa professionnalisation. Si vous n'en faites pas un secteur structuré, un secteur professionnel, mais à un moment donné, on ne peut pas mener la réflexion qui peut permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail. Et ça commence d'abord par l'artiste lui-même. Quelle est la valeur que l'artiste donne donc à sa création? Quelles sont les perspectives que l'artiste veut par rapport donc quelles sont les projections que l'artiste fait par rapport donc à sa création? Et donc, je crois que de façon lente, et même douce si vous voulez, les choses sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, quand nous sommes allés à la SNC, tous les artistes qui ont eu à faire des prestations, par exemple, à la SNC, quand ils venaient, on leur demande, est-ce que vous avez un RCCM? C'est quoi un RCCM pour nos auditeurs? Oui, bon, est-ce qu'ils sont immatriculés? Et quand l'artiste dit, par exemple, qu'il n'est pas immatriculé, mais on lui coupe 25% de son cachet. Quand il a un numéro IFU, on prend 5%. C'est vraiment une entreprise maintenant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un artiste, mais il vous passe maintenant par la tête d'être immatriculé, de chercher un numéro IFU. Et si vous avez un numéro IFU, vous vous positionnez maintenant comme étant une entreprise. Et sur la base de ça, c'est qu'on pourra maintenant vous payer. Parce que si vous partez faire une prestation et que le bénéficiaire de la prestation vous coupe 25% pour verser à l'État, si vous prenez un cachet de 150 000, on vous enlève 25%, vous voyez que c'est beaucoup. Et moi, j'ai vu des artistes qui ont failli couler des larmes à la SNC, par exemple, à Bobo, parce qu'ils arrivent, bon, ils s'attendaient peut-être à une certaine somme. Donnez-moi un exemple, une fourchette. Bon, si par exemple vous avez 500 000 qu'on devait vous verser, vous arrivez, le comptable vous dit, est-ce que vous avez un numéro IFU? Vous dites non. Et donc on fait 25% de 500 000, vous voyez ce que ça fait. Parfois même l'argent est dépensé avant même qu'on le gagne. On avait déjà dépensé les 500 000 pour rire un peu. Mais c'est pour dire que la question de la professionnalisation de la structuration, pour moi, est une condition sine qua non pour permettre donc à nos artistes véritablement de pouvoir être sécurisés, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de mécanismes afin de garantir les vieux jours. Alors je voudrais aussi, sans terminer, rapidement pour dire qu'au niveau par exemple du BBDA, il y a eu ce qu'on appelle le fonds AMA, voilà, qui est donc un fonds qui avait été donc mis en place pour venir en aide aux artistes, aux artistes en situation de difficulté mais âgés. Et voilà, ça fait son bon nombre de semaines, ça continue d'ailleurs d'exister, mais bon, nous à l'époque on avait dit oui c'est bien, mais la question donc de la sécurisation des artistes doivent s'inscrire dans une logique beaucoup plus structurelle que conjoncturelle, parce que bon, c'est des fois on collecte un peu d'argent comme ça en main, on appelle les artistes âgés, on leur donne, mais ça va tenir jusqu'à quand, vous voyez, voilà, donc je crois que l'adoption donc de la loi va nous permettre véritablement, et c'est une invite que nous faisons en tant que peut-être parfois des porte-parole des artistes, de travailler pour véritablement structurer le secteur et de sorte à ce que les artistes puissent bénéficier d'une protection sociale. 2 minutes de temps d'antenne, Youssef Ouedraogo. Quel est le mécanisme prioritaire à mettre en œuvre? Et aussi, est-ce qu'on a un exemple dans la sous-région qui pourrait servir? Très rapidement pour terminer. Alors, je sais que par exemple en Côte d'Ivoire, je crois que le gouvernement à l'époque avait mis en place un fonds pour soutenir les artistes, les anciennes gloires de la musique ivoirienne. Mais à l'époque, les gens avaient aussi parlé en Côte d'Ivoire que cela n'est pas inscrit, donc soit n'est pas inscrit dans une loi, et donc est-ce que le président qui va succéder celui qui est là actuellement est autre. Mais je crois que le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est peut-être un pays comme le Maroc. Dans mes lectures, dans mes recherches, le Maroc est cité comme étant un exemple. Parce qu'au Maroc, un artiste est considéré comme étant un travailleur indépendant, et systématiquement, il y a un mécanisme qu'ils ont mis en place qui prend en compte l'artiste. Le deuxième élément, au niveau du Maroc, vous avez une fondation, qui a été mise donc en place, et cette fondation s'occupe donc de la couverture sanitaire donc des artistes. Et même il y a des mutuelles qu'ils ont mis en place, et ces mutuelles-là permettent donc aux artistes évidemment de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés donc à leur statut d'artiste. Et je crois que ce pays-là peut être un bon exemple pour le Burkina, sur lequel on peut s'en inspirer.
et puis voir comment on peut réorganiser notre secteur culturel de sorte à ce que les artistes puissent bénéficier donc d'une protection sociale. Alors on n'a pas suffisamment de temps pour développer donc le cas du Maroc, mais on aura d'autres occasions pour en parler le plus largement, pour voir un peu quel a été le modèle que ce pays a mis en place, de sorte à ce que l'artiste soit considéré comme un travailleur comme tout autre. Alors pour finir, Youssef Ouedraogo, la protection sociale in fine, elle n'est pas un luxe, elle est un dispositif administratif qui constitue un pilier important pour le travailleur, que ce soit l'artiste, que ce soit le journaliste, que ce soit l'acteur, peu importe son corps de métier. Eh bien, la protection sociale est très importante et c'est ce que nous allons souhaiter à toutes et à tous. Ainsi donc, on referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info qui se referme avec Youssef Ouedraogo, journaliste culturel qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous chaque mercredi. Merci à vous, Youssef. Merci. Alors, ainsi se referme donc en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.